les enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En 1990, Leslie Gehardt dort chez une amie lorsqu'un homme découpe la moustiquaire de la chambre et s'introduit. Il la frappe avec une batte, cette dernière crie, ce qui réveille son amie et donc l'agresseur s'enfuit en courant. Harvey Robinson est suspecté tout simplement puisqu'il est dans la même école que Leslie et qu'en plus de ça, il l'a déjà harcelée. Cependant, les preuves sont insuffisantes, donc aucune charge n'est retenue contre lui. C'est le début d'une série d'agressions, de viols et de meurtres. Harvey Robinson naît le 6 décembre 1974 en Pennsylvanie. Il grandit dans la petite ville d'Allenton. Il admire son père. Bon, vous me direz, admirer son père, ce n'est pas si grave, c'est même plutôt bien. Sauf que là, son père est un criminel qui a été condamné dans les années 60 pour l'homicide involontaire de sa maîtresse. Entre guillemets quand même, hein, car c'était un alcoolique qui battait sa maîtresse et qu'un jour, sans faire exprès, il l'a tuée. Il la battait quand même, hein. Qu'on se le dise, Robinson ne grandit pas dans une famille top. En plus de ça, je n'ai rien trouvé sur sa mère, donc il est fort probable qu'elle ait été absente pendant son éducation. À l'âge de 9 ans, il a été surpris en train de voler dans un magasin. Ça ne démarre pas très bien. Côté école, c'est un garçon athlétique et plutôt intelligent qui a d'ailleurs remporté des prix pour je ne sais pas quoi. Cependant, dans les années qui suivent, il a été arrêté plusieurs fois pour des vols par effraction. Dès son enfance, Robinson montre des signes de violence et refuse catégoriquement de se soumettre à quelconque forme d'autorité. Pendant son adolescence, il développe des addictions à certaines drogues et très vite, il montre les signes du psychopathe. Il est incapable de faire la différence entre le bien et le mal et il adore faire peur aux autres. Dans la nuit du 9 août 1992, Robinson s'introduit dans la maison de John Burghardt et lui dérobe 50 $ avant de s'enfuir. Seulement voilà, ça fait 3 jours et 3 nuits que sa télé ou sa radio marche avec le son à fond. Un de ses voisins n'en peut plus. En plus de ça, il se rend compte qu'il n'a pas vu sa voisine sortir ou rentrer de chez elle et aussi le courrier n'a pas été ramassé. Donc il se dit « il y a quelque chose de bizarre » et il appelle la police. Les doutes de son voisin se confirment, John est retrouvée morte dans sa maison. John Burghardt était une aide-soignante de 29 ans et selon l'autopsie, elle serait décédée depuis plusieurs jours. Elle a été violée et battue à mort. Elle aurait reçu pas moins de 37 coups au niveau de la tête. Lorsque les policiers la retrouvent, ses parents ne sont pas encore au courant. En fait, ses parents se rendent chez elle puisqu'ils s'inquiétaient car leur fille ne s'était pas rendue au travail, et lorsqu'ils arrivent devant chez elle, ils voient des voitures de police, et là ils comprennent que quelque chose est arrivé. Cependant, selon ses parents, il est impossible qu'il s'agisse d'un homicide, mais plutôt d'un suicide de la part de leur fille. En effet, au cours de sa vie, Joanne a eu de nombreux épisodes dépressifs. Elle avait même déjà parlé de mettre fin à ses jours. Ses parents disent qu'elle souffre énormément d'anxiété et qu'elle manque cruellement de confiance en elle. J'ai pu lire qu'à l'âge de 10 ans, elle avait été agressée sexuellement, je ne sais pas par qui, mais ce qui est sûr, c'est que cela a impacté sa construction et que donc elle est devenue timide et très renfermée sur elle-même. Les policiers interrogent les proches, la famille, les amis de Joanne et le même discours ressort. Elle était très intelligente, toujours souriante, gentille, aimante. Ils ne savent pas qui aurait pu lui en vouloir. Cette aide-soignante était passionnée et très dévouée puisque pendant ses jours de congé, elle se rendait même dans les maisons de retraite pour jouer du piano, alors qu'elle n'était pas censée travailler. Comme je vous l'ai dit, l'agresseur lui a dérobé 50 $. Et ça, c'était quelques jours avant le meurtre de Joanne, puisque cette dernière a porté plainte à la police pour ce cambriolage. La police émet donc l'hypothèse que le cambrioleur est la même personne que le tueur. D'autant plus qu'il trouve une trace d'effraction. En effet, la moustiquaire avait été découpée et arrachée au niveau d'une des fenêtres de la maison. Le problème dans cette histoire, c'est que les policiers ne retrouvent pas d'ADN. Donc, l'enquête est au point mort. Le 9 juin 1993, les habitants de la ville d'Allenton se réveillent et constatent que le journal n'a pas été livré. Ça, c'est étrange. En effet, c'est Charlotte Schmoyer, qui a 15 ans, qui est censée réaliser cette tâche et elle ne manque jamais à l'appel puisqu'elle prend très à cœur cette mission. Un des habitants voit un chariot au loin. Il se dit tiens, c'est bizarre. Donc il s'approche
Il regarde et il se rend compte qu'il s'agit du chariot de Charlotte. Étrange, il y a son chariot, le journal n'a pas été livré et il n'y a pas Charlotte. Il appelle la police, les policiers se rendent sur place et entre deux maisons, ils trouvent le lecteur de cassette de Charlotte. Au tout début, ils pensent à un enlèvement. Sauf qu'ensuite, ils retrouvent une chaussure et du sang. Ils se disent, c'est peut-être pas un enlèvement. Ils suivent cette piste, ils arrivent dans une zone boisée et ils retrouvent le corps de Charlotte qui est à moitié enfoui sous un tas de bûches. La jeune fille a été violée et poignardée à 27 reprises et comme si cela ne suffisait pas, sa gorge a été tranchée. Seulement voilà, encore une fois, il n'y a pas de correspondance ADN. Le 17 juin 1993, John et Denise Samcali rentrent chez eux après quelques jours de vacances. Lorsqu'ils rentrent, ils voient que sur la table de la cuisine, il y a une bouteille de whisky qui a été ouverte. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. John décide de faire le tour de la maison pour voir si d'autres objets ont disparu, ont été déplacés, parce que de toute façon, ils se disent que quelqu'un est rentré chez eux. Il se rend compte que toute sa collection d'armes a disparu. Il appelle immédiatement la police pour porter plainte. Le problème, c'est que chez eux, il n'y a aucune trace d'effraction. Pas de moustiquaires découpés, pas de carreaux cassés, pas de serrure complètement détruite. La seule explication, c'est que l'un de leurs ouvriers soit rentré chez eux. En effet, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient fait des travaux, il y avait des ouvriers qui étaient venus chez eux, et donc soit ils avaient encore la clé de chez eux, soit, je sais pas, le couple l'avait caché quelque part et les ouvriers connaissaient la cachette, donc ils étaient rentrés chez eux. C'est la seule explication que les policiers trouvent. 3 jours plus tard, le 20 juin, une mère entre dans la chambre de sa fille de 5 ans et la trouve inconsciente. Elle respire encore, mais elle est inconsciente. Donc, elle est transportée immédiatement à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins disent à la mère que sa petite fille a été violée et que l'agresseur, le violeur, a tenté de la tuer en l'étranglant. Selon les enquêteurs, ce n'était pas la petite fille de 5 ans qui était visée, mais c'était bien la mère. Ils disent que l'agresseur aurait stalké la mère pendant plusieurs jours. Un soir, il s'est décidé à entrer dans la maison pour la trouver dans sa chambre, sauf que lorsqu'il est arrivé dans la chambre, il a vu que la femme en question dormait avec son petit ami. Ce qui l'a dissuadé de passer à l'action, et comme il ne voulait pas repartir de cette maison sans avoir fait quelque chose, il s'en est pris à la petite fille de 5 ans. Le 28 juin 1993, c'est au tour de Denise de se faire agresser. Denise, du couple John et Denise Samcali. À ce moment-là, son mari il est en déplacement pour le travail et lorsqu'elle marche dans son quartier pour rentrer chez elle, elle a l'impression que quelqu'un la suit. Elle rentre chez elle, elle ferme tout à clé, porte, fenêtre, etc. Elle passe une soirée tranquille. L'impression qu'elle avait auparavant se dissipe. Et comme il fait chaud, c'est l'été, elle décide d'ouvrir une fenêtre pour faire un petit peu de courant d'air. Mais quand elle part se coucher, elle oublie de fermer cette fenêtre. Elle entend des pas à l'intérieur de sa maison. Donc là, elle est persuadée que quelqu'un est chez elle. Et immédiatement, elle appelle son mari puisqu'elle se dit que peut-être il est rentré plus tôt. Ce serait l'explication la plus plausible. Elle a oublié que la fenêtre était encore ouverte. Sauf que son mari ne répond pas. Donc, elle se dit, instinct de survie, il faut que je sorte de ma maison. Se dirige vers la porte, elle ouvre la porte et là, bim, elle tombe nez à nez avec son agresseur. Elle arrive à le repousser, elle sort de chez elle en courant, l'agresseur la rattrape, la plaque au sol. Je précise qu'ils sont dehors, dans l'allée de la maison, et que c'est sur une rue où il y a plein d'autres maisons. Donc l'agresseur l'attrape, la plaque contre le sol, elle pour se défendre, elle lui mord le bras, et alors ça ne va pas plaire à son agresseur, puisque pour se venger, il l'assène de coups. Ensuite, il la viole et il tente de l'étrangler. Sauf que Denise ne se laisse pas faire, elle crie le plus fort possible, un de ses voisins est alerté par les cris, sort et donc l'agresseur s'enfuit en courant. Denise est transportée à l'hôpital, son mari la rejoint quelques heures après et elle a des ecchymoses sur le visage, la lèvre coupée et elle est complètement traumatisée. Elle décrit l'homme comme étant un jeune, d'origine caucasienne, dans la vingtaine, ayant les cheveux et les yeux noirs. Le problème c'est que c'est une description très générale et ça ne va pas permettre aux policiers d'identifier l'agresseur. Les policiers découvrent tout de même un couteau enroulé dans une serviette au niveau de la porte de la salle de bain, mais bon, ils peuvent pas non plus en faire grand chose. Denise vit maintenant dans la peur, puisqu'elle sait que son agresseur connaît son adresse, qu'il a raté son coup et qu'il est très fort probable qu'il revienne pour la tuer pour de bon cette fois-ci. Son mari de son côté rachète la collection d'armes qu'on lui avait volée et le couple investit dans un système d'alarme.
Un mois après, toujours aucun suspect n'a été arrêté. Ça fait quand même plusieurs victimes dans un court laps de temps, toutes dans le même quartier et avec le même mode opératoire. Je pense qu'on peut parler d'un tueur en série. Le 14 juillet, Jessica Jean Fortney, qui a 47 ans, est retrouvée morte dans son salon. Elle a été violée, battue et poignardée à mort, du sang a même giclé sur les murs de son salon. Mais encore une fois, la police ne peut rien faire. Dans la nuit du 18 juillet, l'alarme de Denise et John se déclenche. Donc l'agresseur est revenu. Cependant, comme l'alarme s'est déclenchée, il s'enfuit. Grâce à cette nouvelle tentative, la police décide de placer Denise sous surveillance. Car ils ont enfin compris, ce que Denise avait compris depuis bien longtemps, que l'agresseur allait revenir et n'allait pas arrêter tant que Denise ne serait pas morte. Tous les soirs, entre 23h et 23h30, Brian Levis, un officier de police, se rend dans la maison du couple et veille sur eux pendant toute la nuit. Il se passe 12 jours et rien ne se passe puisque l'agresseur ne revient pas. Et Brian Levis, il est un petit peu frustré quand même. Enfin, il est surtout inquiet pour eux, puisqu'il se dit que sa mission va bientôt prendre fin et qu'ils n'ont pas arrêté l'agresseur, donc qu'il court toujours dehors, et qu'à partir du moment où il ne sera plus là, il ne pourra plus protéger le couple. Lui, ce qu'il veut, c'est arrêter l'agresseur à tout prix. Donc, il décide de tendre un piège à l'agresseur. Avec l'accord de la police, bien sûr. La fenêtre à côté du bar reste ouverte. Et vers 1h30 du matin, l'agresseur entre dans la maison, par cette fenêtre ouverte. Brian tente d'arrêter l'homme, cependant c'est assez compliqué puisque l'agresseur se défend et un échange de coups de feu commence. De leur côté, Denise et John ont été réveillés, forcément, et comme ils ont très peur, ils prennent chacun leur arme qu'ils pointent en direction de la porte, au cas où si l'agresseur se rend dans la chambre. Malheureusement pour eux, Brian arrive dans la chambre et leur annonce que l'agresseur a pris la fuite. Je dis malheureusement, c'est bien qu'il soit parti et qu'il n'ait pas tué le couple ou qu'il n'ait pas tué le policier, mais malheureusement parce qu'ils n'ont pas arrêté le tueur et qu'il est encore en liberté. L'agresseur a réussi à s'enfuir en cassant une vitre dans la cuisine. Quand les policiers arrivent, ils trouvent du sang. Il y a deux options. Soit il saigne parce qu'il s'est pris une balle lors de l'échange de coups de feu, soit lorsqu'il a cassé la vitre, il s'est complètement coupé de partout et donc il saigne. Ou les deux peut-être. Les policiers appellent donc tous les hôpitaux de la région. Allô, allô, si un homme arrive chez vous avec une coupure ou une plaie par balle, vous nous prévenez. Vers 3h30 du matin, un des hôpitaux appelle la police. Un homme vient d'arriver et il a des grosses coupures au niveau des bras et des jambes. Cependant, le suspect qui a entendu une partie de la conversation, il s'enfuit. Chance de malade. Un policier était déjà sur place, donc il intercepte l'agresseur et l'arrête. L'homme est amené au poste de police, son nom est dévoilé, il s'agit d'Harvey Robinson, 18 ans, vivant dans les environs. Son ADN est relevé, Robinson plaide coupable pour l'agression de Denise mais aussi pour le meurtre de la petite fille et c'est tout, et pour ça il est condamné à 97 années de prison. En novembre 1994, le procès pour les meurtres de Charlotte, Joanne et Jessica s'ouvre. Robinson est reconnu coupable et est condamné pour chacun de ces meurtres. À l'époque des faits, il est considéré comme l'un des plus jeunes tueurs en série de l'histoire américaine. En effet, lors de son premier meurtre, il avait 17 ans. En 2006, il échappe à son exécution et il fait appel pour sa condamnation à mort pour le meurtre de Joanne. Il joue sur le fait que depuis 2005, les peines de mort pour les mineurs sont jugées inconstitutionnelles. Et lors de son premier meurtre, il était mineur puisqu'il avait 17 ans. Il obtient gain de cause et pour ce meurtre, il est condamné à la perpétuité. En 2012, sa peine de mort concernant le meurtre de Charlotte devient une peine à perpétuité. En contrepartie, il renonce à faire appel pour cette affaire. Il reste tout de même son exécution pour le meurtre de Jessica. En 2019, un juge lui suggère de faire don de son cerveau pour que les scientifiques puissent l'étudier. Je pense que le seul cadeau que vous puissiez offrir à la communauté est d'aider la science à comprendre votre comportement. Au début, il ne donne pas de réponse tout de suite car il n'est pas trop sûr que ce soit en accord avec sa religion qui est l'islam. Il s'est converti lorsqu'il était en prison. Aujourd'hui, Robinson va bientôt avoir 48 ans. Il est toujours en attente de son exécution et il est incarcéré dans la prison à très haute sécurité de SCA Green, située en Pennsylvanie. Voilà, c'est la fin de cette histoire du tueur d'Allenton qui a fait frayeur dans les années 92 et 93. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo
à la semaine prochaine. Et en attendant, je lis tous vos commentaires.